Aujourd'hui, à Portrait de Leader, on reçoit Philippe Thériault, président de Altanora. Bonjour Philippe. Bonjour Marc. Philippe, un affaire qui m'impressionne chez toi, c'est ton plan de carrière, si on peut appeler ça comme ça, les étapes que tu as franchies. Tu es un gars de TI, tu as été conseiller d'un fonds d'investissement important, puis là, tu es président d'une compagnie. Quels sont les liens que tu fais avec ça, puis comment ça t'aide à faire ta job actuelle? Je vais te décevoir d'entrée de jeu parce que j'avais pas vraiment de plan. C'était pas vraiment planifié. Ultimement, j'ai toujours eu un intérêt pour la technologie, bien que j'ai pas étudié en technologie, mais ça a été facile pour moi. Avec des amis, on a fondé une entreprise en technologie. Donc, puis là, j'ai évolué. Puis j'avais un bon background. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, fait que j'avais déjà un bon background de business. Et puis ça, je pense que tout au long de ma carrière, ça s'est combinés ensemble, puis c'est arrivé des opportunités une après l'autre. Je suis arrivé à ce parcours-là de travailler, de développer à l'international, de développer des nouvelles technologies, de faire croître des organisations. Puis la corde qui manquait, effectivement, ou l'expérience qui manquait, c'était celle d'être CEO, président, si tu veux, ou PDG. Puis ça s'est présenté de façon tout à fait naturelle. Naturel, donc au hasard. Un peu? Ou tu l'avais Au cherché hasard, inconsciemment? non, il faut reculer dans le temps. Mais j'étais avec une très grosse multinationale de technologie dans un rôle assez senior, une grosse multinationale américaine. Et à un moment donné, j'ai tout laissé pour aller me joindre à des amis qui fondaient une start-up dans la grosse technologie profonde, Kubernetes. On est en 2018. Et puis, on a eu une sortie. On a vendu l'entreprise. Donc là, effectivement, je fais quoi? Et j'ai un de mes amis qui était en mode acquisition, qui m'a parlé d'une entreprise. Et puis, on devait faire le projet ensemble. Finalement, je l'ai fait. Lui, ça l'intéressait moins, donc je l'ai fait de mon côté. Fait qu'en achetant l'entreprise, je suis devenu président. Ce qui est Altanora aujourd'hui. Ce qui était à l'époque Malicis, mais Mhm. qu'on a renommé Altanora aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que ça fait, Altanora? Ce qu'on fait, c'est que on a en réalité trois disciplines bien distinctes. La première, c'est ce qu'on appelle le VDI, le bureau virtuel. Imaginez un PC Windows 10 dans le cloud, mais qui est sécuritaire et qui va rouler dans notre cloud à nous ou qui peut rouler même des fois un peu chez le client ou dans le cloud public. Nous, on est les experts là-dedans. On est dans le top 3 en Amérique du Nord. On a des clients très prestigieux, principalement de la moyenne et de la grande entreprise ou de l'organisation publique. C'est une discipline en soi. Donc, c'est protégé contre les ransomware. Ça permet de livrer des performances exceptionnelles. C'est simple à gérer. Le deuxième élément, on est aussi des experts en endpoint management, gestion des terminaux. Donc, on va le faire aussi pour des grands groupes. Même chose, même genre de clientèle. Puis le dernier, c'est comme la fondation de l'entreprise parce qu'on s'en sert pour développer des talents, mais aussi pour être plus concentré sur notre marché canadien. C'est des services gérés en TI. Donc, on va gérer l'ensemble d'une infrastructure technologique pour des clients, je te dirais, là, de 50 employés, des organisations 50 employés en montant. Donc, plus PME, moyenne entreprise. Ce qui évite à ces entreprises-là d'avoir quelqu'un TI à l'interne, si je comprends bien. On a des clients qui ont une équipe TI où nous, on va Quand même. gérer des choses bien précises. On va gérer une discipline. On a une compagnie pharmaceutique, on gère tout l'aspect réseau, par exemple. Mais sinon, oui, effectivement, on a certains de nos clients qui n'ont pas de personnel en TI ou encore on a des clients qui vont avoir le personnel en TI va focuser sur des projets stratégiques, donc le core business. Puis nous, on va s'occuper de ce qui est à plus grande échelle puis qui peut être commun chez l'ensemble de nos clients parce qu'effectivement, il y a un défi de main-d'œuvre, mais il y a aussi un défi de disponibilité. Contrairement à beaucoup de firmes dans notre secteur, nous, on opère 24/7, multi-pays, follow the sun. Donc, le soleil ne se couche jamais chez nos clients. Fait que c'est quelque chose qui est complexe à acquérir ou à développer pour les clients. Donc, on partner ensemble. Je te connais comme un gestionnaire de croissance. Je pense je peux le définir comme ça. C'est quoi le plus grand défi pour toi dans un contexte où, on peut dire que tu ne te contentes pas de petit 4% d'augmentation par année, là, tu veux pas mal plus que ça? Je travaille sur un blog post depuis longtemps qui s'appelle le Club 100%. Okay. C'est quoi 100% de croissance année sur année? La taxe 100%, c'est
à quel point c'est taxant sur l'organisation, mais à quel point c'est des défis exceptionnels. Tu sais, quand je travaillais plus en vente, il y avait le club 100%, ben, tu avais fait tes chiffres. Bravo. Le 100% de croissance, c'est pas la même chose. Fait que oui, c'est le défi de ça, c'est de savoir faire du triage. Et c'est ce que j'ai appris à la dure avec le temps, mais c'est de faire un bon triage, une bonne matrice de décision, d'avoir des gens alignés sur cette matrice de décision-là aussi, tout en gardant l'agilité, d'être capable de saisir des opportunités quand elles se présentent. Triage de clients, triage d'opportunités, triage de système d'opération. Employés, système, Wow. géographie, donc... Fait que tu listes les possibilités, tu dis ça marche pas. Ben, les opportunités se présentent souvent. OK. Donc là, on doit décider, même ce matin, ben, on a telle opportunité, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas nécessairement 100% aligné sur les capacités immédiates, mais c'est aligné avec le plan, comment on va le faire, tout ça. Puis, tu sais, ultimement, on finit par dire non plus souvent que oui, ou on finit par le placer à une date ultérieure dans notre agenda, parce que, ben, il arrive, c'est ça, qu'on va se brûler. Ben, à l'inverse, ben, on parlait de 100% de croissance, ça met de la pression sur l'organisation, ça met de la pression sur les gens, donc il faut mesurer constamment. Est-ce qu'on est capable de le faire ou est-ce qu'on n'est pas capable de le faire? Est-ce que c'est la bonne chose? Nous, on essaie de dire qu'on veut des clients qui cadrent avec notre philosophie. Donc, savoir dire non à un profil d'opportunités ou de technologie. Il n'y a pas de limite aux fournisseurs qui veulent me vendre quelque chose ou vendre quelque chose pour nos clients. Donc, prendre le bien choisir, c'est quelque chose qui va être périn dans le temps. Puis, à date, on a un bon score, je te dirais. Puis moi, personnellement, je pense que j'ai fait des très bons choix dans le passé. J'ai aussi fait des très mauvais choix, mais j'ai fait des très bons choix en termes d'avec qui je voulais m'associer, avec qui on veut travailler, puis pour bâtir une expertise, une capacité qui reste, puis qui demeure, comment je peux dire, crédible et à la page, pertinente pour les prochaines années. Quand tu dis 100% de croissance, moi, dans mon esprit, je vois quasiment un triangle. 100% de croissance de vente, opération, puis financement. Oui. Faut que ça suive. Je vois 3 complexités en même temps, là. Ben, moi, c'est plus un carré, je te dirais, ou un diamant, parce qu'il y a les gens aussi. Ouais, les donc, humains, ça, au-delà de le processus opérationnel, j'ai des gens. Puis oui, après ça, ben, naturellement, il faut financer tout ça. Et puis, il y a un churn qui va s'instaurer là, dans tout ça, naturellement. Fait que, il faut gérer cette complexité-là. Puis, en tout cas, pour moi, ma réalité à moi, je n'ai pas une espèce de grosse matrice quelque part où je prends les pions, puis je les place, puis c'est plus que ça devient un système inné. Puis j'ai eu moi et mon équipe. Mon équipe. Okay, c'est ça. Puis, puis c'est pas tout le monde qui était au même degré de maturité ou de capacité ou d'intérêt d'embarquer dans cette espèce de matrice-là. Puis c'est correct. Que ce soit avec mes collaborateurs proches ou étendus, ben, on s'adapte à ça. Mais ultimement, ça ramène effectivement au président qui doit trancher, prioriser ou déprioriser des choses. Qu'est-ce que tu n'avais pas prévu depuis ton aventure avec Malicis Altanora? Ce que je n'avais pas prévu, c'est la quantité illimitée de variables à gérer. Je pense que j'ai eu la chance d'être dans des postes de direction senior. À plusieurs reprises, j'ai entendu « Ah, mais Philippe, c'est un entrepreneur. » Puis souvent, j'étais comme le gars un peu spécial avec solid line plus un dotted line. Puis je me suis souvent ramassé dans des structures un peu spéciales. J'avais des acolytes avec moi, puis on déplaçait des montagnes, mais c'était le royaume de l'entrepreneurship. Mais effectivement, tous les enjeux du club 100%, t'as pas à les gérer. Nous, on était aussi à 100% de croissance.
ma plus belle année, 337% de croissance. C'est phénoménal. Mais tu dis, tu n'as pas à gérer tout l'aspect opérationnel qui va avec ça, où la machine était capable de le prendre. Quand on le ramène à une plus petite structure, ben, il y a énormément de variables. Donc, je n'avais pas prévu cette quantité-là. Puis que, tu sais, il n'y a pas... c'est ça. La seule constante, c'est le changement. À 100%, Ça c'est prend- clair. Là. Oui, ben ça se présente plus souvent. C'est ça, puis c'est correct. C'est la perspective qu'on s'est donnée. Puis, on se tient à ce plan-là. C'est quoi la plus grande qualité de leadership que tu dois avoir et que ton équipe doit avoir? Je séparais ça en 2 volets. Le volet, pour moi, ce que je vois dans ma situation. Tu sais, il y a combien de livres sur les qualités de leadership, Marc? Plusieurs. Si je ramène ça à moi, ce que je vais utiliser le plus, ce que j'entends, puis qui va me servir à rallier mes gens, c'est vraiment la vision. Puis c'est pas de juste dénoncer une vision, mais c'est de dire, ça c'est notre vision, voici comment on va faire notre plan, voici les embûches qu'on va rencontrer et on planifie en fonction de ça. Fait qu'on voit venir les coups, fait que c'est la vision enrichie, je veux dire. Fait que ça, c'est clair. Après ça, ben il y a le côté de communication, tant vers l'interne que vers l'externe. C'est pas du marketing, mais c'est vraiment de dire, ben, tu sais, nous, on existe. Voici ce qu'on laisse. Voici comment nous, on change la vie chez nos clients. Voici comment on travaille avec nos fournisseurs ou peu importe. Fait que je pense qu'il faut bien le faire. Puis c'est très moderne comme approche. Je pense qu'un bon CEO aujourd'hui doit être un bon communicateur. Puis après ça, ben, il y a le côté d'analyse. Je te dirais qu'il faut donc opérer dans notre système. Et fait que c'est les 3 qualités, je te dirais, ou les 3 traits que j'utilise le plus. Puis, quelque chose qui est nouveau, pas nouveau pour moi, mais nouveau dans le paysage, c'est que, ben, on a énormément je pense que le contexte opérationnel a changé avec... en TI, ça a toujours changé. Là, la seule constante, c'est le changement, mais la pandémie, tout ça est venu impacter. Puis là, on est dans un nouveau monde, mais j'ai l'impression que ça change comme continuellement. Donc, l'adaptabilité, ce qui fait que ben on travaille avec des êtres humains, fait qu'il faut démontrer beaucoup d'empathie, bien comprendre la réalité de chaque individu avec lequel on travaille. Fait que ça, je te dirais, au niveau CEO, c'est ça. L'équipe, ben, ce que moi, je recherche, c'est, je te dirais, beaucoup de rigueur. On peut pas, dans notre domaine à nous, on joue avec des systèmes puis des réalités complexes. Donc, on doit avoir ça. D'être bien aligné sur un paquet de métriques. Puis, après ça, ben naturellement, d'avoir une... Je sépare rigueur et discipline parce que les choses doivent arriver comme des métronomes. Puis, je m'attends aussi que cette rigueur-là remonte dans l'analyse. Fait que, tu sais, c'est des redos de rapports, prendre des décisions sur de l'information qui est pas nécessairement précise, ben c'est toujours un petit peu compliqué. Comment est-ce que ton expérience au sein d'un fonds d'investissement a influencé ton style de leadership? Je ne sais pas si c'est nécessairement quelque chose que j'utilise beaucoup au quotidien. Je t'explique la réalité d'être conseiller pour des fonds de multi-milliers de milliards n'est pas la même que ma petite PME. Par contre, je dirais, ben, il y a on appelait ça syndrome de Stockholm, mais je pense qu'on n'avait pas, on n'avait pas nécessairement toutes nos classes de psychologie. Faut pas tomber en amour avec son projet, faut pas tomber en amour avec son investissement. Sans opportunité, il y en a peut-être 5 ou 10 qui sont bonnes pour nous, nos gens, nos processus, nos trucs. Fait que, ça a servi beaucoup parce que souvent, on venait excité sur des opportunités, puis ben, on le fait pas. Dans le quotidien, naturellement, d'être capable de comprendre ce que des investisseurs veulent, ce que des entreprises qui ont du succès ont en commun entre elles, puis ce qui peut être appliqué chez nous, puis à l'inverse, qu'est-ce qui va avoir du succès dans 36, dans 60 mois, cette capacité-là à voir puis d'aller chercher l'information aux bons endroits avec les bons collaborateurs,
Ça, je pense que je l'ai appris, puis j'ai trouvé ça très enrichissant comme expérience. J'ai l'impression, parce que quand j'écoute tes commentaires au sein d'un groupe tech, puis je sens le côté investisseur en toi. C'est comme un chapeau additionnel dans ta prise de décision qui vient influencer comment tu vas Oui, agir. oui, oui, oui. J'ai l'impression que c'est présent beaucoup, comparé à tous les autres qui n'ont pas qui ont pas eu cette expérience-là. Ben, tu sais, moi, j'ai pas été. J'ai pas été placé là. J'ai acquis une entreprise en investissant de mon Mhm. argent, de mes capitaux, de mon temps, Mhm. mon amour, puis en vivant tous les enjeux, les bonnes et les moins bons les bons et les moins bons côtés de ça. Mais tu sais, je le vois comme un investissement de temps, mais d'argent aussi. Puis en même temps, ben moi, je suis vraiment content de créer des dizaines et des dizaines d'emplois. Ça change la vie de plein de gens. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui quittent, mais tout le monde a une expérience enrichissante. Fait que moi, j'en retire beaucoup. Mes collaborateurs aussi, j'ose espérer. Je pense que c'est le cas. Fait que il y a le côté investissement qui est, ben, je veux que mon capital progresse, ça c'est clair. Puis j'ai des gens aussi avec moi. Mais ultimement, il y a aussi mon temps puis mon talent. Est-ce qu'il est mis à bon escient? J'ai-tu un bon retour sur investissement de Mhm. mon temps puis mon talent? OK. Mais quand je ressens le côté calcul là-dedans, là, que Oui. faut Puis que je je fasse tu sais, quelque chose. Là. puis je suis pas seul là-dedans, tu sais, Ouais. parce que en réalité, quand j'investis mon temps, mon talent, je le mets pas ailleurs. Puis souvent, ben, il n'est pas avec ma famille, il n'est pas avec mes enfants. Il n'y a rien, je ne serais pas aujourd'hui où je suis si j'étais pas entouré à la maison comme je le suis. Puis j'ai des amis extraordinaires aussi. Et que c'est tout ça ensemble qui crée cette thèse d'investissement-là. Mais c'est une décision, je me souviens, que j'ai prise avec mon épouse en disant, ben c'est ça qu'on fait. Tu sais. Quelle qualité de leadership aimerais-tu acquérir? Quelque chose qui te manque, que si tu pouvais l'acquérir rapidement, sans trop d'efforts, tu dirais, ouais, j'aimerais ça l'avoir là. J'ai développé des systèmes, j'ai opéré à l'intérieur de systèmes, mais j'ai pas bâti mon système à moi. OK. Tu sais, ça, c'est mon système. Je pourrais Mhm. écrire un livre ou demander à ChatGPT de me l'écrire. Dire, voici, là, ça, c'est mon système, le système P. Mhm. Et j'aimerais... puis c'est probablement parce que peut-être que j'ai pas assez vu... Tu sais, j'ai travaillé dans l'agilité. Après ça, je suis tombé dans un autre monde, le DevOps. Puis, tu sais, c'est des systèmes. C'est tout inspiré souvent là, de la méthode Toyota. Puis, on évolue, là, version 1, 2, 3, 4. Mais, tu sais, c'est pas mon système. Que d'arriver à concevoir ma propre matrice opérationnelle avec mes propres outils. Puis oui, peut-être inspiré, mais je veux juste dire ça, c'est à moi. C'est vraiment la qualité, c'est vraiment le projet, la qualité que j'aimerais avoir. Ça serait une matrice en évolution. Parce que ta façon, tu parles de système, mais il y a quand même de l'intuition dans ta façon de décider et d'agir. Ben, j'aimerais qu'il y en ait un peu moins. Peut-être que ma matrice serait tellement bien faite que j'aurais tout, mais dans ma réalité, comme je pense que je peux pas mettre assez l'emphase dessus, c'est le très grand nombre de variables. Puis effectivement, tu sais, je pense qu'on peut pas prévoir pour tout. L'adaptabilité est vraiment une qualité essentielle d'un bon leader aujourd'hui. Mais j'aimerais pouvoir être capable de bien cadrer tout ça à l'intérieur d'une bonne matrice de décision. Puis, je parle de matrice de décision, mais au-delà de ça, de comment on opère. Qu'est-ce que tu retires de ton groupe tech? Plusieurs choses. Je fais souvent le commentaire qu'on est seul au sommet de la pyramide. Et puis, ce que je retire, c'est que je suis capable de valider des idées, d'échanger avec des gens qui ont, bien qu'on soit tous dans des domaines d'affaires différents, on se rejoint tous, on vit à peu près tous les mêmes enjeux, des enjeux que je savais pas que j'avais, qui sont abordés dans le groupe. Donc ça, je retire ça. Je le vois vraiment comme des rencontres mensuelles avec une formation, un apprentissage, un développement, mais aussi en même temps une opportunité d'échange. Et au-delà de ça, ben, des vis-à-vis qui sont mon sounding board. C'est vraiment la notion de comité aviseur qui est vraiment là et qui est, je pense, parce que la fréquence est là, c'est très simple.
Puis ce qui est intéressant, c'est que je peux contribuer. Dernièrement, on avait des petits workshops sur des trucs que moi, je maîtrise très bien. Puis j'étais vraiment content de pouvoir aider mes collègues. À l'inverse, je retire énormément aussi. Donc, c'est un bon investissement. Qu'est-ce qui te reste à accomplir, Philippe? Ce que j'aimerais, vraiment mon ultime accomplissement, ça serait de combiner business et plaisir. Fait que je peux pas dire que quand je me couche le soir, je rêve, je suis... c'est pas un hobby pour moi nécessairement, la technologie. C'est toujours un champ d'intérêt, mais c'est pas un hobby. Donc, si j'arrivais un jour à... Mon rêve ultime serait de combiner un de mes passe-temps ou champ d'intérêt personnel avec la business. Je serais... Dans quel secteur? Le vin, peut-être? Le vin, c'est sûr. Bon, j'ai déjà eu un restaurant, ça c'est bon. Mais comprendre que justement, finalement, peut-être que c'est une mauvaise avenue parce Je que te laisse réfléchir. c'est ça. Savoir être foodie, c'est pas nécessairement être restaurateur. J'admire les restaurateurs, c'est un métier en soi. Puis le vin, ben écoute, mes amis qui ont des vignobles me disent que peut-être tu connais la réponse. Quelle est la meilleure façon d'être millionnaire dans le vin? Commencer milliardaire. Donc, Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, effectivement, mais tu sais, j'adore le nautisme, les bateaux, tout ça, la navigation de plaisance. Je suis un passionné d'aviation aussi. Fait que peut-être un jour, je trouverai... Il y a de la place. c'est ça. Ben, j'ai déjà mon petit projet de start-up, peut-être dans le monde du vin, que je retarde depuis peut-être 10 ans maintenant. Puis c'est fou parce qu'il n'y a encore rien similaire qui est sorti. Donc, un jour, je trouverai une façon de combiner tout ça. Je te fais confiance. Ah, merci. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Merci, Marc.